Bonjour, je m'appelle Nicolas Grégoire, je suis français, je suppose que vous avez remarqué l'accent déjà. Éventuellement, vous avez déjà entendu parler de ma recherche à propos de XML, XSLT, XXE, tout ça, ou à propos de Burp Suite, je suis juste un des rares formateurs officiels, donc si vous prenez training en Burp Suite, venez me voir, il n'y a pas de souci. Voilà, fin de la page de pub. Passons au sujet, je vais vous parler de SSRF. Au plan de la présentation, un petit peu de contexte sur le sujet de recherche, combien de temps j'ai mis, sur quoi j'ai travaillé, etc. Après, on parlera de vecteurs d'attaque, donc c'est les fonctionnalités qu'on recherche et qui sont potentiellement vulnérables. Ensuite, on parlera des cibles. Une fois qu'on a un vecteur de SSRF, qu'est-ce qu'on va vouloir en faire, qu'est-ce qu'on va vouloir taper. Blacklist, c'est la méthode de protection la plus commune, donc on va bypasser les blacklists. Et après, j'ai des bugs qui viennent de bug bounties. On parlera de Coinbase, Yahoo, Facebook, etc. Et puis, je finirai sur les outils nécessaires pour mener ce type d'attaque. La méthodologie, donc je me considère comme fainéant, mais dans un sens positif, c'est-à-dire que je vais faire le minimum d'efforts pour obtenir le résultat. Donc, dans ce contexte, c'était vraiment une recherche monomaniaque. Je ne m'intéressais qu'aux fonctionnalités qui permettent d'accéder à un serveur tierce partie. Idéalement, la réponse de la requête m'est affichée, mais il y a pas mal de scénarios où on peut s'en sortir en blind. Enfin, on connaît que l'injection SQL, etc. C'est pas parce qu'on est en blind qu'on a forcément perdu. On va identifier les blacklists, on va les bypass. Donc là, j'ai pas mal d'exemples sur le bypass de blacklist. Et évidemment, vu que c'est sur des scopes de bug bounty, le but, c'est de maximiser l'impact pour maximiser les récompenses. Donc, je vois régulièrement des gens qui reportent des SSRF avec comme impact un port scan de l'Internet. Je trouve ça super dommage. Je préfère avoir un root shell ou je préfère injecter mes VM dans leur cloud, ou enfin voilà, des choses qui me semblent plus amusantes. Et puis ça paye mieux. Voilà, je suis fainéant, j'ai déjà dit. Périmètre de la recherche, donc seulement quelques bug bounty, donc je le fais aussi en pentest, mais évidemment, je peux pas en parler. Mes critères pour choisir les cibles, il faut que la cible soit intéressante, donc typiquement facebook.com. Alors, j'habite dans un petit village en France, au fin fond d'une campagne. Même là-bas, tout le monde connaît Facebook. Donc, si je parle à mon voisin que hier soir j'ai piraté Facebook, ça lui parle. Ma mère aussi, ça marche aussi. Je veux que l'équipe de sécurité ait un bon niveau. Enfin, c'est un challenge. Donc, s'ils sont mauvais, c'est pas très amusant. Qu'ils réagissent vite. J'ai pas envie que mes bugs restent 3 mois dans une file d'attente. Et évidemment, plus ils payent, mieux c'est. Je donne des montants à la fin sur chacune des primes. Grosso modo, cette année-là, sur ces failles de type SSRF, j'ai dû me faire 70 000 $. Donc ça finance, en l'occurrence, des vacances. Mais je suis jamais autant parti en vacances depuis que je fais des bug bounties. Donc au Québec, oui. Les vecteurs. Donc ça, c'est des fonctionnalités applicatives qu'on recherche pour vérifier si elles sont vulnérables. Donc il y a tout ce qui est des ressources pour développeurs. Donc typiquement Adobe proposait un explorateur d'API. On peut parcourir leur API et on peut aussi définir le endpoint. Donc c'est vraiment ça qui nous intéresse. Si on définit le endpoint en 127.0.0.1, on va bel et bien taper l'interface locale du back-end. C'est le type de vecteur qu'on recherche. Dans le monde du paiement, que ce soit du vrai argent, type PayPal, ou que ce soit des bitcoins, on a souvent des Instant Payment Notification ou webhooks. C'est dès qu'il se passe quelque chose dans votre portefeuille, vous êtes notifié par une requête POST vers votre propre serveur. Donc là, c'est une requête externe, ça colle exactement à ce qu'on recherche. Et puis en plus, ils travaillent avec de l'argent, donc on sait ce qu'on va faire si on arrive à les compromettre. Les sources de données distantes, donc Dropbox. Si vous utilisez Dropbox, vous avez déjà vu cette fonctionnalité. Vous pouvez uploader, vous entrez une URL et le fichier qui est pointé par l'URL est inclus dans votre Dropbox.
Donc Dropbox va télécharger le fichier et le mettre dans votre espace de stockage. Fastmail fait la même chose, par exemple. Il y a plein d'agrégateurs qui permettent de lire vos flux RSS en ligne. Et évidemment, si vous pouvez définir l'emplacement du flux RSS, encore une fois, on a un vecteur SSRF. Tout ce qui est authentification tierce partie, alors ça c'est amusant parce que pour les développeurs, franchement, ils y comprennent rien. OAuth et SAML, c'est une boîte noire et ils n'ont aucune idée de comment ça marche. Donc si on sait comment ça marche, généralement, on peut scorer. Il y a toutes les fonctionnalités qui sont vraiment spécifiques à l'application. Google Translate, vous pouvez copier-coller dans les champs et il vous traduit, ou vous pouvez fournir une URL et Google va lire le document et le traduire. Toujours le même principe. Prezi, je détaillerai plus tard. Ça, c'est relativement récent. Il y a de plus en plus de sites qui sont en SSL. Et par exemple, prenons GitHub. GitHub, ils sont servis en SSL. Si jamais dans mon propre repository, je mets une image dans mon README, je mets une image qui est en HTTP. Si vous parcourez le site de GitHub, vous allez avoir un warning de votre navigateur, Mixed Content Warning, vous êtes en SSL avec des ressources non SSL. Donc, pour pas avoir le problème, toutes les ressources HTTP, ils les proxy à travers un relais applicatif qui est en SSL et qui évite ce type de message. Donc, leurs composants sont open source. Donc, Fastmail, c'est Hopscotch. GitHub, c'est Camo. Et vous pouvez passer directement en boîte blanche à faire de l'audit de code source. Donc, c'est encore plus confortable. Et grosso modo, ils sont vulnérables. Ah oui, ça c'est bien. Les services qui vous permettent d'exécuter du code chez eux, enfin, fonctionnellement, quoi, je veux dire, c'est pas une compromission. Parse, c'est une filiale de Facebook. Vous pouvez exécuter votre JavaScript server-side. Et YQL, qui est une application Yahoo, pareil, vous pouvez, par des moyens détournés, exécuter du JavaScript server-side. Les cibles. OK. Donc, la cible, c'est qu'est-ce qu'on va vouloir atteindre avec les fonctionnalités qu'on vient de couvrir précédemment. Donc, une URL, ça a deux parties. La partie gauche, le handler, et puis la partie droite qui est dépendante du handler. Donc, si file est disponible, évidemment, il ne faut pas se priver. Vous utilisez direct file, vous accédez au système de fichiers, vous piquez la conf, etc. Dans certains cas très précis, et relativement rares, vous pouvez faire des HTTP redirect de HTTP vers file. Donc ça, c'est pas mal. Et une petite astuce pour Java, si vous êtes sous Java et sous Linux, avec ce type de... Ouais, mon pointeur, ouais, voilà. Là, vous avez ce type d'URL, c'est-à-dire que vous pouvez quasiment à tous les cas accéder le répertoire de configuration de l'application, alors que vous n'avez aucune idée de son emplacement réel sur disque. Vous utilisez le proc-self pour pointer vers le binaire de l'application, vous remontez dans le répertoire, vous redescendez dans config, et généralement, vous avez accès au fichier de config. Alors, vous ne savez pas où il est, vous êtes en blind, c'est relativement confortable. Il y a tous les handlers que je qualifierais de exotiques, PHP, JAR, Gopher, TFTP, donc vous pouvez faire de l'UDP éventuellement. C'est pas le scope de la présentation, ça, j'ai des copains russes qui sont très bons là-dedans. Regardez la SSRF Bible si cela vous intéresse. Quelles que soient les mesures de durcissement côté serveur, HTTP et HTTPS sont toujours disponibles, donc on va se focaliser là-dessus. Le principe étant que de développer des stratégies pour compromettre les cibles les plus sécures. Donc si on a HTTP, HTTPS, on ne fait pas d'hypothèse sur le fait que Gopher ou DICT, etc. sont disponibles. De toute façon, Gopher, il a été killé dans Java 7, par exemple. Donc c'est plus très intéressant. Donc on va se focaliser sur HTTP et HTTPS. Même en se limitant à juste ces protocoles, on a pas mal de cibles intéressantes. Donc évidemment, on a toutes les applis HTTP, HTTPS, mais ça, il n'y a pas de mystère. C'était prévu. On a des services qui sont compatibles, entre guillemets, avec HTTP. Donc typiquement, l'interface de contrôle de Redis, elle est tellement cordiale, on va dire, que si vous lui envoyez des choses qu'elle ne comprend pas, juste elle vous dit « je ne comprends pas » jusqu'à ce qu'il y ait une partie de la commande qu'elle comprend. Donc vous pouvez
commander un serveur Redis à travers un proxy Squid. Ça marche tout à fait, ça marche très bien. Je vous verrai les démos, les captures d'écran tout à l'heure. Et on a tous les services avec lesquels on ne pourra pas interagir à proprement parler, mais qui sont quand même intéressants pour faire du fingerprint. Donc SMTP et SSH. Pour la petite histoire, n'importe quel serveur SSH est aussi un serveur HTTP 0.9 valide. Pourquoi? Parce qu'il affiche une bannière suivie d'un retour chariot, et ça suffit pour être un serveur HTTP 0.9 valide. Donc, vous pouvez taper un port SSH à travers un squid ou à travers un autre proxy, et vous aurez bien la réponse, et le squid, il est vraiment convaincu qu'il parle à un serveur web. En quoi c'est intéressant? Si vous savez que votre cible, elle écoute en SSH en port 22, qui est le port par défaut, et que vous cherchez le réseau interne, vous pouvez port scanner pour le port 22, et vous êtes sûr qu'il existe. Et une fois que vous avez trouvé une machine qui est up, là, vous faites un scan de port pour trouver des cibles plus intéressantes. Donc, c'est vraiment SMTP, SSH, c'est juste pour trouver des machines up, et après, on ne peut pas en faire grand-chose de plus. Donc ça, c'était la partie gauche de l'URL. Maintenant, la partie droite. Mes objectifs principaux, c'est l'interface de loopback et certaines IP multicast. Pourquoi? Parce que généralement, il y a pas mal de choses intéressantes à cet endroit-là et il y a zéro guessing. On sait l'adresse IP de multicast, on sait l'adresse IP de loopback, donc on peut directement passer en phase offensive, compromission, etc. Si jamais on n'arrive pas à s'en sortir avec ça, on a des objectifs secondaires. Le réseau interne sur lequel est situé le serveur d'application et éventuellement le Internet au sens large, mais c'est pas le scan de port dont je disais du mal tout à l'heure. C'est quelque chose qui peut être un peu plus intéressant. Tout ça, ça sera illustré par des exemples à la fin. Ok, loopback. Premier objectif, on va toujours taper loopback. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des services qui écoutent sur loopback, des services sensibles. L'administrateur est convaincu que l'attaquant ne verra jamais l'interface de loopback, donc vous n'avez pas d'authentification, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Dès que vous êtes sur le back-end, il faut essayer de taper le loopback. Qu'est-ce qu'on trouve sur le loopback? On trouve des solutions de monitoring. Console et Monit, c'est des solutions open source. Yahoo, ils ont une solution propriétaire qui s'appelle Wymon, qui m'a filé quelques root shells sur leur infrastructure. Donc c'est pratique. Vous trouverez aussi tout ce qui est stockage de données, SQL, NoSQL, Keystore, etc., etc. Donc éventuellement, si vous avez les sessions applicatives qui sont stockées dans le même cache, évidemment, c'est intéressant de voler les cookies pour devenir admin, etc., etc. Alors, un point intéressant, donc ça, j'essaie de faire profiter de mon expérience. Je me suis fait avoir. Si je pouvais être le dernier à me faire avoir, ça serait bien. De façon assez surprenante, des fois, vous tapez 127.0.0.1 et vous n'êtes pas du tout sur le back-end. En fait, si tout le trafic est redirigé vers un proxy sortant, 127.0.0.1, ça pointe vers la boucle locale du proxy et non pas la boucle locale du back-end. Ok, jusque-là, il n'y a pas trop de soucis. La question, c'est est-ce que ce proxy sortant, il est partagé? Si oui, avec qui? Et est-ce que vous êtes toujours dans le scope du bug bounty? Donc, sur Coinbase, je tapais 127.0.0.1 et en fait, j'étais en train de compromettre leur prestataire de proxy sortant. Donc, j'étais totalement en dehors du mandat du bounty. Bon, ça s'est bien passé. Ils m'ont payé, ils m'ont pas poursuivi en justice, tout va bien. Ah oui, un comportement assez frustrant aussi. Vous avez une grosse application, plusieurs fonctionnalités sont vulnérables au SSRF, et vous scannez loopback et vous avez des résultats différents. Donc là, il y a, à mon avis, deux principales causes. Soit seulement une partie des requêtes passe par un proxy. Donc des fois, vous êtes sur le loopback du backend, des fois, vous êtes sur le loopback du proxy. Ou bien, en fonction des tâches que vous demandez, vous êtes redirigé vers des fermes de back-end différentes, donc qui n'ont pas forcément les mêmes logiciels qui écoutent sur le loopback. Mais c'est assez frustrant. J'ai passé un moment à me demander ce qui se passait. Enfin, c'était chez Yahoo. Je comprenais pas vraiment mes résultats et après j'ai compris. Donc voilà, je vous fais profiter de l'expérience.
Ok, on a fait loopback, passons à multicast. Donc ça marche chez pratiquement tous les providers de VM dans le cloud. Donc voilà, une liste partielle d'opérateurs qui supportent cette fonctionnalité, Amazon, OpenStack, Rackspace, etc. Tous ces gens-là, ils ont un serveur de metadata qui écoute sur une IP multicast. Donc chacune de vos VM a un serveur metadata, son propre serveur metadata, qu'elle peut taper pour récupérer des informations. Ça sert principalement pour les VM qui démarrent automatiquement. Quand on fait de l'autoscaling, il faut bien fournir à la VM son adresse IP, son fichier password, le code source, etc. Donc si vous pouvez taper le serveur de métadonnées, vous avez des infos qui sont en read-only, le nom de machine, l'adresse IP, etc. Donc ça c'est juste pour la phase de reconnaissance. Vous n'allez pas compromettre quoi que ce soit avec ça, mais ça peut être intéressant pour savoir où vous êtes. Si vous êtes dans une archi complexe, ça peut être intéressant de savoir des détails style adresse MAC, adresse IP, etc. Beaucoup plus intéressant, toutes les VM qui font de l'autoscaling, elles ont dans latest/userdata généralement un script shell qui va fournir toute la configuration à la VM. Donc, si vous pouvez récupérer ce script, vous allez trouver etc shadow, des clés privées, du code source, etc., etc. Ça, c'est vraiment un big win facile. Et dans quelques cas, vous pouvez aussi trouver des logins mot de passe, enfin pas des logins mot de passe, mais des clés Amazon stockées dans le serveur metadata. Donc là, c'est facile, vous récupérez juste les clés et puis vous pouvez injecter vos VM dans le cloud de votre victime, que ce soit pour miner des bitcoins ou autre chose. Ok, ça c'était nos deux objectifs principaux. Si on s'en sort pas, on a le réseau interne. Donc la plupart du temps, on a un réseau interne. Par exemple, Prezi, il n'y en a pas. Ils sont absolument cloud only. Et sur le réseau interne, vous connaissez la musique, hein. Une fois qu'on est dedans, c'est facile. C'est pas patché, les mots de passe sont faibles, etc., etc. Donc c'est un carnage. Mais le problème de l'attaquant, c'est qu'il faut trouver le plan d'adressage du réseau interne. Si on est en 72 quelque chose, vous pouvez passer plusieurs jours à scanner en cherchant le plan d'adressage. Donc des fois, c'est plus simple d'aller sur les newsgroups et de chercher les posts des admins, style... vous trouvez l'adressage interne à partir des posts de newsgroup. Enfin, on fait tout ça dans les pentests, je pense. Donc là, c'est vraiment intéressant de le faire, ça vous évite du guessing. Et toujours la même question, est-ce que vous êtes toujours dans le scope? Par exemple, quand j'ai voulu faire du SSRF sur GitHub, j'étais super content, j'étais sur un réseau interne que j'étais sûr que c'était celui de GitHub. Donc je scannais, etc., etc. Après, j'ai reporté le bug à GitHub et ils m'ont dit ça c'est amusant parce que le serveur il n'est pas hébergé chez nous, il est hébergé chez notre CDN. Et en fait, donc j'étais sur le LAN de leur provider de CDN. Donc encore une fois, je suis sorti du scope sans faire exprès. Et pourtant, j'essaye d'être prudent, quoi, mais voilà, les archives sont suffisamment complexes pour qu'on s'y perde. Dernier point, les adresses IP publiques. Donc assez régulièrement, les ACL externes vers internes sont plus stricts que les ACL internes vers externes. Et éventuellement, vous avez des services qui écoutent sur des IP publics. Donc, seul le port 80 est joignable depuis l'extérieur. Donc, l'admin est tout à fait à l'aise avec mettre des services sensibles sur des ports non 80, dans le sens où il est derrière le pare-feu, il risque rien. Sauf que si vous venez pas de l'extérieur, mais vous venez du réseau interne, vous pourrez sans doute taper ces ports-là. Et puis pour le pare-feu, vous sortez sur Internet, donc il vous laisse sortir, sauf que vous vous arrêtez sur la DMZ, et puis vous compromettez les serveurs en DMZ. Alors, c'est pas un exemple tiré par les cheveux, hein. Par exemple, NOC, donc Network Operations Center de Parse, donc Facebook, il a une IP publique, mais si vous êtes à l'intérieur du réseau de Facebook, enfin à l'intérieur, en tout cas où j'étais, vous pouvez trouver un debugger Go qui écoute sur un port qui n'est pas visible depuis l'extérieur, mais qui est visible depuis le réseau interne. Donc vous pouvez débugger en live les process qui tournent sur le NOC de Facebook. Ça vaut des sous. Enfin, on verra tout à l'heure les chiffres. Ok, donc on a des vecteurs d'attaque, on a des cibles, et ce qui nous sépare de la compromission, c'est les blacklists.
Donc, on va partir du principe qu'on veut que le défenseur, il veut interdire seulement deux choses. Il veut empêcher de joindre le loopback et il veut empêcher de joindre le serveur de métadonnées. D'accord? Un objectif simple, enfin simple, d'apparence simple en tout cas. Et puis là, je vous déroule différentes stratégies pour contourner les blacklists. Donc, on commence vraiment gentiment. Des fois, ça marche. J'ai un enregistrement DNS qui pointe vers 169, 254, 169, 254. Ça peut suffire de temps en temps, mais de moins en moins. Alors, nicob.net, c'est mon propre domaine qui me sert à faire les tests. Vous le verrez plusieurs fois au cours de la présentation. Si vous n'avez pas votre propre domaine, vous pouvez utiliser xip.io, qui est un service gratuit. Donc, vous mettez à gauche l'adresse IP que vous voulez et puis il renvoie cette valeur-là. Vous pouvez faire de l'encodage propriétaire, inhabituel. Donc là, je tape la même IP que précédemment, sauf que c'est moins visible. Et puis, vous pouvez aussi préfixer, si vous avez une liste blanche et une liste noire. Donc là, www.owas.org, etc., etc. Et ça pointe toujours vers l'IP du serveur de metadata. Un peu plus évolué, on va faire des redirects HTTP vers le serveur de metadata de façon statique. Donc, si vous tapez cette URL, vous êtes redirigé vers l'IP multicast. Et puis, j'ai aussi des outils que je présenterai dans la toolbox qui prennent des paramètres et qui vous redirigent vers où vous avez demandé. Donc, ça, c'est pratique pour faire du brute force, par exemple, dans Burp Intruder, ça marche bien. Donc les redirects, ça marche vraiment dans la vraie vie. J'ai compromis plusieurs cibles avec ça, dont Yahoo, dont Stripe, dont vraiment il n'y a pas de raison de se priver d'essayer. Et les redirects, c'est bien plus que le 302. Enfin, la plupart des gens, quand on leur parle de HTTP, redirect, ils vous disent ah oui 302 voire 301 à la rigueur. En fait, il y a un truc magique qui s'appelle 307 et qui fait du redirect post to post. Donc il y a plein de gens qui pensent que c'est impossible de passer par un redirect HTTP et de rester en post. C'est tout à fait possible si vous faites du 307 ou le 302. Donc lisez les specs, c'est toujours pareil, tout ça c'est documenté, j'ai rien inventé. Si vous êtes sur du SSRF, ça vaut le coup vraiment de lire la spec de HTTP 1.0 et HTTP 1.1. Vous pouvez générer des boucles, donc une URL qui redirige vers elle-même ou une URL A qui redirige vers B, qui redirige vers A, qui redirige vers B, qui redirige vers A, etc. Le but, c'est de générer un crash côté serveur en espérant que les messages d'erreur vous filent des informations sur la techno employée, les chemins sur disque, etc., etc. Donc une petite astuce. Une autre petite astuce qui est pas si bien. Donc je passe. Ah oui, ça c'est intéressant. Donc, une adresse IP, la plupart du temps, pour les humains, on utilise ce qu'on appelle la représentation décimale avec des points. Donc, typiquement, 127.0.1, c'est une manière de représenter une adresse IP. C'est la manière logique, intuitive pour les humains, mais votre ordinateur, il s'en moque complètement du format que vous supportez, du format que vous lui donnez, d'outils de décimale ou autre chose. Vous avez une grande marge de manœuvre. Votre navigateur, votre proxy, votre librairie curl, etc. Tous supportent une tonne de formats différents, enfin, de formats additionnels au format classique 127.0.0.1. Et vous avez une URL. Donc, la dernière mise à jour de cette page, c'était en 2002. D'accord? Donc, j'utilise des techniques qui sont publiques depuis 13 ans. Qu'à l'époque j'utilisais pour contourner des... Enfin, je suis assez vieux pour faire du pentest il y a 13 ans déjà. Donc à l'époque, on s'en servait pour contourner les pare-feux, les anti-spam, etc. Et les mêmes techniques sont aujourd'hui utilisées utilisables pour contourner les blacklists anti-SSRF. Alors, là, c'est le moment où on a un petit peu d'interaction. À gauche, je vais montrer des adresses IP. Et vous devez me dire quel est le format d'encodage. Donc, toutes les IP que je vais donner, elles représentent 169.254, 169.254. Donc, l'IP de metadata. OK? Voilà. Ça, est-ce que vous avez une idée de quel encodage est utilisé? Comment? Non.
Bah, c'est tout simplement le format habituel avec un overflow. Donc on rajoute 254 à chaque chiffre, enfin 256 à chaque chiffre, et puis l'ordinateur il s'en fiche pas mal en fait. Ça va, vous allez déborder à gauche, et puis le bit il va disparaître, et vous allez régler votre problème. Donc j'ai checké là juste tout à l'heure, ça marche plus sous Linux. Enfin, j'étais sous Ubuntu 10.14 là, je sais plus quelle version, enfin je sais plus. Toujours est-il, ça marche plus sous Linux, mais vous pouvez encore trouver pas mal de cas où ça marche. Et puis c'est trivial quoi. Tout le monde sait faire une addition, donc voilà, vous avez un bypass. Ce format-là, c'est ça. Donc là, on est D-word. Moi, je l'appelle dotless decimal pour bien qu'on garde l'idée qu'on est encore en décimale, mais on a juste enlevé les points. D'accord? Donc ça, c'est une multiplication. Vous faites le premier octet fois 250 puissance 4, plus le deuxième octet 254 puissance 3. Enfin bon, c'est facile. OK. Celui-là, voilà. Même technique, mais on rajoute 256 puissance 4. Votre ordinateur n'en a rien à faire. Ça marche très bien. Sauf sous Linux. Les overflows marchent plus sous Linux, a priori. Celui-là, facile. X, ok. Soyons précis, c'est dotted X. Parce que, évidemment, on a dotless. Ok. Donc, dotless, ça commence à être amusant parce que, en fonction de la cible que vous allez taper, vous allez avoir un 0, un X et éventuellement que des lettres. Donc, votre adresse IP, vous avez un seul chiffre et que des lettres. Donc, votre expression régulière, si j'ai des lettres, c'est pas une adresse IP, c'est mort. Voilà. Celui-là, overflow. On garde les mêmes techniques. Dotless hexadecimal with overflow. Donc, vous mettez ce que vous voulez à gauche. Et pareil, ça déborde. L'ordinateur s'en fiche. Hop. Et vous avez gagné, encore une fois. Et celui-là, Octal. Voilà. Donc, Octal, c'est assez amusant parce que si vous cherchez sur la knowledge base de Microsoft, vous avez des gens qui ont tapé des zéros en trop à un moment dans une adresse IP et qui partaient sur des serveurs qui n'étaient pas du tout ce qu'ils pensaient. Et direct, ils se sont dit, ça c'est un complot de Microsoft, c'est sûr. Donc en fait, la logique, c'est que si vous commencez par un 0, votre pile IP, elle va supposer que c'est de l'octal et donc elle va faire la conversion octal vers décimale. Voilà, dotted octal. Et voilà. Donc là, c'est pas overflow parce qu'on met des zéros, donc on va rien faire. C'est juste du padding, juste pour emmerder le défenseur, quoi. Voilà, dotted octal with padding. OK? Bon, alors ça, c'est le niveau 1, d'accord? Maintenant, on va faire plus compliqué. On peut mixer les formats dans la même IP. Je suis ravi que ça vous plaise. Donc là, à gauche, on a du padded octal, après on a du décimal, après on a du hex, et après on a du octal non paddé. Donc, pensez, on est en train de se battre contre des blacklists, quoi. Donc, la probabilité de ne pas perdre est relativement faible. Alors là, c'est quasiment ma dernière astuce sur le sujet. On peut convertir seulement des parties de l'adresse. Donc là, on a du octal, après on a du hex, et après le troisième et le quatrième octet, ben on les met ensemble, parce que pourquoi pas. Et donc voilà. Donc 43 518, c'est 169 254 une fois converti en dotless, quoi. Ok. Donc là, si vous comptez les points, par exemple, si votre stratégie c'est de compter les points, ça ne marchera pas non plus. Il n'y a pas le bon nombre de points que s'attend votre blacklist. Il n'y a que 2 points, donc c'est forcément un nom de domaine. Eh non, ça ne marche pas. IPv6. Donc IPv6, j'ai pas besoin qu'IPv6 soit vraiment opérationnel sur le data center qui m'intéresse. J'ai juste besoin que l'operating system il active IPv6. Donc voilà, vous avez des formats de compatibilité IPv4, IPv6. Donc par exemple, ça s'appelle les IPv4 Compatible Address. Vous avez celui-là, il s'appelle IPv4 Mapped Address. Donc là, j'ai juste lu du RFC et mis ça dans mes outils de génération d'adresses bizarres.
Et les crochets que vous voyez, ça sert à indiquer à votre navigateur ou à votre lib ou à votre proxy que c'est une adresse IPv6. Donc pareil, si votre blacklist ne s'attend pas à trouver des crochets, vous avez des problèmes. Voilà. Alors toutes les astuces que je viens de donner marchent pour absolument toutes les IP. C'est des comportements absolument génériques. J'ai ensuite quelques astuces qui marchent que pour loopback. Alors, 127.00.1, ok, mais 127 c'est un /8. Donc vous pouvez évidemment taper 127.127.127.127 plus toutes les autres variantes, il n'y a aucun souci. J'ai vu des blacklists qui croyaient que 127 était un /24. Dommage. Ils auraient mieux fait de lire, enfin ils auraient dû mieux lire. Alors celui-là, il marche super souvent. 0, 0, 0, 0. Ça désigne toujours l'interface de loopback. Il ne faut pas oublier qu'on peut fusionner ça avec les astuces d'avant. Donc, 0000, c'est cette IP en octal. Ou bien 0x0, c'est toujours loopback. Enfin, il y a des tonnes de variantes possibles, quoi. Et puis après, il y a le loopback plus IPv6. Donc la première, c'est l'équivalent de 127.00.1 et la deuxième, c'est l'équivalent de 0000. OK. Voilà. Ah, si tout ça, ça marche pas, donc moi j'ai vraiment une stratégie de fainéant. Je commence par les trucs simples et puis si ça marche pas, et ben je monte le level jusqu'à ce que soit j'ai plus d'astuces, soit je suis rentré. Donc là, c'est des race conditions. Vous allez fournir votre requête au backend. Le backend va faire une résolution DNS. Il va vérifier contre sa blacklist ou sa whitelist. Ça marche et il transmet au proxy sortant. Et le proxy sortant va refaire une requête DNS. Donc évidemment, vous avez un DNS menteur et puis vous mentez au proxy en lui disant que c'est 127.0.1 maintenant que ça résout. Et voilà, vous avez bypassé la blacklist. Voilà, là, je détaille. Et c'est assez simple, hein. Il suffit d'avoir un domaine ou un sous-domaine dédié. DNS Chef, c'est un serveur DNS en Python. Vous patchez, vous rajoutez 5 lignes de code et puis vous avez votre outil pour faire ce type d'attaque. Je le couvrirai dans la toolbox à la fin si j'ai le temps, ce qui n'est pas sûr. OK. Bon, voilà. Maintenant, on va rentrer dans les choses amusantes, les bugs. OK. Alors. Donc là, vraiment facile. Je vais sur Stripe, je visite, je clique sur tous les liens que je vois, etc. Tout ça en passant par Burp. Alors, je remplis ma sitemap. Après, je vais dans Burp, bouton droit, chercher. Et je cherche URL. Et puis, je trouve dans un JavaScript une fonction qui prend un paramètre qui s'appelle image_URL. Donc, je suis curieux. Je cherche où c'est que cette fonction est utilisée, quel est le contexte d'usage. Et je me rends compte qu'il n'y a aucun appel à cette fonction, quoi. Ça devait être une vieille fonctionnalité. Et elle n'était plus utilisée, mais le code était toujours disponible. Et du coup, on avait ce type de déclaration. On tape telle URL avec un paramètre en get, etc., etc. Donc, il y avait une blacklist client-side. Une blacklist client-side. Enfin, il faut avoir de l'imagination quand même pour inventer des trucs pareils. Et c'est celle-là qui couvrait 127 en /24. Donc là, c'était la totale. Non seulement ça sert à rien, mais en plus, c'est mal fait. Par contre, server-side, c'était bien fait. Il bloquait le loopback, il bloquait le réseau interne, enfin les RFC 19-18, il bloquait le multicast. Mais ils avaient oublié les redirects HTTP. Dommage. Donc voilà comment ça s'exploite. Alors je ne sais pas si c'est lisible. On voit le paramètre, mon pointeur, on voit le paramètre image URL. Je fais un redirect vers mon serveur avec, je pointe vers mon serveur qui va faire un redirect vers 127.00.1 port 3000 et je tombe sur leur port 30 000 et je tombe sur leur serveur SSH qui écoute sur un port non standard. Ok, donc ça c'est cool, c'est qu'une fois que je sais que le SSH il est sur le port 30 000, je peux scanner le réseau 19-18 en essayant de trouver les machines du réseau interne. Donc c'est pour ça que je parlais du SSH et du fingerprint. Je vais pas pouvoir pawner avec juste une bannière SSH, mais ça peut me servir de moyen de progresser à l'intérieur de leur réseau.
Voilà, 500 $. C'est toujours des dollars US. Prezi, c'est une solution de présentation en ligne. Donc, quand vous sauvez votre présentation dans Prezi, vous avez ce type de requête qui part sur le réseau. Donc, il y a énormément de choses. Vous voyez, il y a plein de cookies, il y a une énorme requête post. Je ne sais pas si vous arrivez à lire le content length, il y a 2875 octets, donc c'est beaucoup. Par contre, ce qui m'a attiré l'œil, vous voyez la partie bleue ici, c'est le nom du paramètre. Et le paramètre, il s'appelle B64 underscore zipped underscore XML underscore content. Alors je me suis dit, peut-être que c'est du XML qui serait zippé et puis encodé en bas 64. Eh ben c'était ça. Donc j'ai fait une extension Burp, hein, je vous rappelle que je suis un des seuls. Oh, j'arrête. Non, j'ai fait une extension pour Burp qui me permet d'enlever toute la complexité, quoi. Tout ça, je le vois plus. Je vois que le contenu en clair de ce que je vais sauver sur Prezi. Et quand je lance ma requête, il prend en charge tout le je rezip, je re-encode, etc., etc. Vraiment parce que ce qui est plus gênant pour moi quand j'attaque, c'est que la cible, en fait, c'est si mes idées vont plus vite que je peux les tester. Ça m'embête vraiment. Donc, je fais vraiment en sorte d'avoir le chemin le plus rapide possible entre mes idées et le feedback de l'application. Donc là, j'ai juste à taper dans la fenêtre, je fais Go et hop, j'ai la réponse directe du serveur, qu'est-ce qui se passe, comment il réagit, etc. Donc là, idée de génie, je rajoute une image à ma présentation et je me rends compte qu'il y a un node qui est ajouté dans le document XML. Et puis, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est le champ URL. Vous voyez, il y a un champ URL ici au milieu. Donc, quand vous insérez une image dans votre Prezi, vous insérez un lien vers une ressource distante. Yes, ça ressemble à quelque chose qui peut nous intéresser. Donc, une fois que j'ai stocké une URL qui m'intéresse côté server-side Prezi, il faut que j'incite les serveurs Prezi à suivre mes liens. Parce que normalement, si je load la présentation dans mon navigateur, c'est moi qui suis les liens. Donc, si c'est pour m'attaquer moi-même, c'est pas très intéressant. Du coup, je me suis dit que export to PDF, ça pouvait être pas mal. Non, c'est fait client-side avec une librairie qui fait de la conversion Flash vers PDF. Ça existe, ok. Par contre, export to zip, c'est fait server-side. Donc, on se retrouve avec un scénario intéressant. Vous créez une présentation Prezi, vous faites export to zip. Les serveurs de Prezi vont télécharger toutes les ressources distantes, le mettre dans un zip, le mettre sur S3 et vous donner le lien vers S3. Donc vous pouvez télécharger votre presse au format zip. Donc évidemment, j'ai commencé par file le TC password et dans mon zip de ma présentation, j'avais bien le TC password. 2000 $. Donc, ils ont bloqué le handler file en se disant là, c'est bon, on a fait une grosse erreur, on n'a pas été bon, etc. Donc, j'ai attaqué le serveur de metadata. J'ai repris 2000. Donc là, j'ai pawné leur cloud, mais complet, quoi. J'avais les clés privées chefs. Les chefs, c'est un outil de déploiement. Donc, je pouvais injecter mes VM dans leur cloud gratuitement, quoi. Enfin bon, voilà, ça marche bien. Et après, ils ont patché, ils ont mis une blacklist à un truc Python qui s'appelle IPY. Ben voilà, c'est un bypass en OD sur IPY. Donc, si vous avez ce type de blacklist, ils supportent pas le mode octal. Donc, vous passez un octal et puis vous contournez la blacklist. Là, ils m'ont filé que 500 $ parce que leur défense en profondeur faisait que c'était pas exploitable, quoi. Ils m'ont filé 500 $ juste pour on aurait dû nous-mêmes auditer notre blacklist, même s'il n'y a pas d'impact, on te file 500 $ pour nous avoir rappelé qu'une solution de sécurité, ça doit être benché. Voilà, PayPal. Donc PayPal, je me suis dit ça, ils ont de l'argent, quoi. Donc PayPal, vous avez cette fonctionnalité de notification. Quand vous avez un change sur votre compte PayPal, vous pouvez être notifié. Et sur l'interface développeur, vous avez une fonction de debug où vous voyez la requête et la réponse. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Il y a une blacklist. Encore une fois, on la bypass avec de l'octal.
Et voilà mon type d'exploit. Donc là, je suis sur LAN de PayPal. Je fournis une IP en octal et puis l'interface de debug me répond que le serveur 10.72.104.30 a bien répondu à votre requête. Donc si vous avez un autre SSRF chez PayPal, voici leur plan d'adressage, ça pourrait vous être utile. Grosse déception, $100. Mais ils n'ont peut-être pas beaucoup d'argent, je sais pas. Alors celui-là, je peux pas en parler. Si, je vais en parler, mais je peux pas dire qui c'est. En fait, il y a des bug bounty privés. Où vous n'avez pas le droit de parler de qui vous avez compromis. Ok. Donc là encore, on a des IPN, webhooks, etc. Toujours sur l'interface de développeur. Comme ça, vous avez la fonction de debug qui vous affiche le retour. Pas de restriction. Et c'est là que j'ai fait connaissance avec Console, qui est une solution de monitoring. Donc, écoute par défaut sur le port 8500. Donc, si vous avez un SSRF, essayez le port 8500. Ils ont patché, j'ai contourné le patch avec 0.0.0, etc., etc. Récompense 750, ça reste petit volume. Coinbase. Alors là, c'est des bitcoins. Si on vole des bitcoins, normalement, ils devraient se rendre compte que c'est grave. Toujours pareil, il y a de l'IPN, il y a l'interface de développeur avec le debug, enfin, scénario connu. Donc, j'ai donné comme adresse de notification l'IP de le serveur de metadata, et j'ai récupéré leurs credentials pour EC2, pour Heroku, etc., etc. Mais en fait, c'est là le cas où j'ai pas compromis Coinbase, mais j'ai compromis Proximo, qui était leur fournisseur de proxy sortant. Et à ma grande surprise, ça s'est bien passé. Ils ont mis moins de 24 heures. Donc, entre mon mail et la fin de la correction, ils ont mis moins de 24 heures. C'est-à-dire, Coinbase traite mon report, se rend compte que c'est pas chez eux, notifie leur prestataire, le prestataire prend conscience du truc, corrige, change ses mots de passe, que j'avais tous les mots de passe de prod, change tout et revient vers Coinbase, et Coinbase me paye. Tout ça en moins de 24 heures. J'ai trouvé ça absolument phénoménal, quoi, sympa. $5,000, sachant que là je suis sur le proxy sortant, donc je vois tout le trafic sortant de Coinbase et des milliers d'autres clients de Proximo, quoi. Voilà. Ah oui, ça c'est les Mixed Content Proxy dont je vous parlais tout à l'heure avec GitHub, etc. Donc lui, je peux pas dire qui c'est encore un bug bounty privé. Alors là, c'était le vecteur de SSRF parfait. Je pouvais utiliser toutes les méthodes HTTP que je voulais. Je pouvais injecter mes propres headers et j'avais l'intégralité de la réponse, header et body. Donc j'étais même dans mes maquettes, j'aurais jamais pensé que c'était un scénario réaliste, quoi. Donc là, j'utilisais Console. Et si vous pouvez faire des puts, donc méthode HTTP put sur Console, vous allez sur Agent, Check, Register, et vous faites un put d'un nouveau check. Donc mon check, c'était cat ETC Shadow, évidemment. Et après, vous allez sur Checks, et vous avez le résultat de votre check, et vous avez le ETC Shadow qui s'affiche. Et puis, vous pouvez évidemment faire bash -c, les commandes que vous voulez, etc. Donc c'est un remote route sur leur backend. Prime 3000. Alors ça, c'est amusant. Le maximum que paye ce programme, c'est $1000. Donc ils m'ont filé $1000. J'étais content. J'avais lu les règles avant. Je savais que je pouvais pas avoir plus que $1000. J'ai accepté de jouer quand même, donc j'ai pas à me plaindre. Je joue, je gagne $1000. Et puis 2 jours après, je reçois un mail de ces gens-là. Et le mail, il commence par « On a discuté en interne suite à votre bug, etc. » Donc c'est pas vraiment ce qui me fait. Enfin, je commençais à m'inquiéter un petit peu en me disant je suis pas très con, je le sens mal. Et puis la suite c'était on est épaté, du coup on triple notre montant maximum. Et du coup ils m'ont filé $3000 alors que les règles elles disent que c'est $1000 maximum. Donc ça c'était relativement élégant de leur part, mais ils avaient jamais imaginé qu'on pouvait choper un root shell sur leur serveur avec un SSRF en passant par console. Enfin ils étaient totalement bluffés sur la stratégie d'attaque. Yahoo. Ok, bon, je vais accélérer. Yahoo, voilà. Yahoo, il supporte, il filtre pas les redirects. Je fais un scan de port avec des redirects. Je trouve ce type de résultat. Donc vous voyez, 3e ligne, on a un 404.
5e ligne, on a multi-hop cycle detected, donc ça c'est un proxy, etc., etc. Bon, pour moi, il y avait de quoi remonter à Yahoo. Donc je remonte à Yahoo et ils me répondent que merci, etc. Ça fonctionne comme prévu. Alors moi, je me suis dit que si ça fonctionnait comme, excusez-moi, si ça fonctionnait comme prévu, je vois pas pourquoi j'utiliserais les fonctionnalités comme prévu. Donc ils m'ont rien donné, évidemment, vu que c'est pas un bug. Et alors là, vous voyez, avant-dernière ligne, il y a method not allowed, 405. Donc je suis en get. Donc si je suis en get et que j'ai un method not allowed, eh ben j'ai qu'à faire un post. Et quand je fais un post, je me rends compte que je parle à un web service. Et le web service, dans le message d'erreur, j'ai un namespace Wymon. Donc j'ai jamais entendu parler de Wymon à ce moment-là. Et du coup, je cherche sur Google Wymon WSDL. Et je trouve une réponse de 2005. D'accord? Il y a une entrée dans Google, elle date de 2005. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce dessin de XKCD. Vous êtes prêt à cliquer sur le lien et vous dites qu'il y a une chance sur deux pour que ça n'ait rien à voir avec mon sujet. Et donc, je clique et je tombe sur ce post phénoménal où la personne dit « Bon, ben, je suis un newbie dans SOP. Je vais vous copier... » Alors, attendez, je vais vous mettre en surbrillance, voilà. Je vais vous copier-coller dessous un exemple de SOP, etc., style soi-disant qui viendrait du W3. Et en fait, si vous regardez ce qu'il a copy-pasté... Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à lire, autodev bsd1.dallas.corp.yahoo.com 2.9466/wymon.wsdl. A priori, ça colle avec ma cible. Donc, je télécharge le WSDL. Donc là, le WSDL, il est en dessous. Il y a juste à faire copier-coller. Je copie-colle le WSDL. Donc, j'ai l'habitude de bosser avec les web services. Donc, je charge dans un SOP8. Je fais analyse WSDL. Il y a 11 méthodes définies, dont echo, exec, ping, version. Je me dis, OK, on va aller sur exec. Sauf que exec, c'est exécuter un plugin Nagios. OK, bon, je me suis dit, bon, Nagios, ça n'a pas forcément une très bonne réputation en termes de sécurité. Je suis passé en mode audit de code source des plugins Nagios et j'ai découvert checklog. Alors, checklog, il prend un paramètre d'entrée, il prend un paramètre de sortie. Donc, je lui demande de lire etc étoile et d'écrire le résultat dans dev TCP, mon IP, mon port. Et forcément, il y a tout le contenu de TC qui est envoyé vers mon serveur. Donc, ça commence tranquillement. Après, je lui dis, bah attends, pourquoi tu ne coupierais pas bin bash à la place de checknt? Checknt n'étant pas utilisé, je voulais pas casser la prod de Yahoo. En fait, au début, j'ai pas voulu écrire overwrite un plugin, mais j'avais pas le bit exécutable. Donc j'étais obligé d'overwrite un plugin si je voulais avoir le bit X. Et du coup, j'ai pris checknt. Je savais qu'il n'y avait pas de Windows chez Yahoo. Voilà. Et puis après, vous appelez checknt-c et puis vos commandes. Et puis vous avez un root shell chez Yahoo. Voilà. Et ça, c'est comment ça s'affiche. Donc, je sais pas, vous arrivez à lire UID 0, vous avez le nom de la machine. Donc, je suis dans un data center aux États-Unis, la GQ1. Voilà, c'est fait. 15 000. C'est une vraie saga, je les ai compromis encore. Attendez. Bon, si vous voulez applaudir, je vais passer à autre chose, sinon je vais me faire jeter, sinon, ouais, il me reste 2 minutes. Donc, il y a Facebook. Facebook, ils ont oublié de protéger le loopback. Dommage. Et j'avais les règles de firewalling. Vu que j'étais à l'intérieur, je pouvais taper leur DMZ. Et du coup, j'ai trouvé une database Redis sur nog.parse.com qui n'était pas visible depuis l'extérieur. Il fallait être sur le réseau interne, à l'intérieur du data center Facebook pour pouvoir taper cette machine. Donc voilà, je suis en train de browser. Ah oui, en fait, c'est du JavaScript qui est exécuté server-side. Donc ma première tâche a été de coder un port scanner en JavaScript. Après, j'ai codé un proxy en JavaScript. Et là, je suis en train de browser le réseau interne de Facebook avec mon proxy en JavaScript qui est hébergé chez eux.
Donc là, je peux arrêter les services. Vous avez les boutons en bas. Je peux arrêter les services de Facebook. Là, j'ai un client Redis en JavaScript. Donc, je suis en train de taper leur base Redis interne. Voilà. Donc, j'ai trouvé plein de trucs à l'intérieur. Le debugger Go dont je parlais tout à l'heure. J'ai pas trouvé de RCE. J'étais vraiment désespéré. Mais je me suis dit que peut-être qu'ils comprendraient l'impact et qu'ils comprendraient que si je passais plus de temps, j'aurais peut-être un shell. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont été vraiment à la hauteur à laquelle je les attendais et ils m'ont filé 20 000 $ pour ce bug-là. C'est là qu'il faut applaudir. Ok, donc je passe la toolbox. Les slides sont publics. La vidéo est déjà en ligne sur YouTube d'une version que j'ai fait au mois de mai pour l'OWASP AppSec Europe. Donc vous pouvez revoir le contenu. Les slides sont dispo. Juste une conclusion. Pour les attaquants, si vous êtes vraiment dans le SSRF, vous allez vraiment voir les machines bizarres de Sergei Bratus. Enfin, vous allez vraiment penser en termes de primitive, en termes de chaîne d'exploitation. Ok, ils ont killé tel endroit, donc il faut que je trouve un bypass et ma chaîne elle est complète, etc., etc. C'est vraiment intellectuellement amusant. Et pour les défenseurs, sérieusement, si vous voulez taper des ressources qui sont sur Internet, vous mettez votre serveur sur Internet. Il n'y a aucune raison que votre serveur qui doit aller dehors, vous l'hébergez chez vous. Donc, si vous le mettez sur Internet, je pourrais que taper Internet et j'ai aucune chance de pawner vos serveurs internes. Et puis, si vous êtes défenseur, surtout, bonne chance. Voilà, merci.